inspiré par vous. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition de l'information du soir. Plusieurs sujets seront développés dans le cadre de cette tranche d'information sur la télévision du monde. Et pour l'ouvrir, en fait, société à Banganté, ce sont des jeunes enfants qui trouvent la mort dans un incendie. Les circonstances de l'incendie ne sont toujours pas connues, mais tout de même, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie et de la police nationale pour avoir le fin mot de cette histoire. Mais jusqu'ici, la famille éprouvée est dans les mois et la consternation totale. Reportage. Voici ce qui reste de cette chambre ravagée par les flammes dans l'après-midi du mercredi 17 février 2021 au quartier Pendong, dans l'arrondissement de Banganté, département du Ndé, région de l'ouest du Cameroun. Apparemment, quand le feu s'était, on dit qu'on a trouvé le briquet là-bas dans la chambre. Donc, ce qui est sûr, peut-être qu'ils ont pris le briquet pour jouer avec. L'incendie dont l'origine reste encore à déterminer, en plus des matériaux calcinés, a ôté la vie à 2 personnes, un garçon âgé de 2 ans et une fillette d'1 an et 6 mois à peine. Il y a une fille et un garçon. La fille s'appelle Wandira et le garçon Germano. Ils ont quel âge? La fille a 1 an, 6 mois et le garçon devait bientôt avoir 3 ans. Et selon des témoignages, le 3e enfant a eu la vie sauve grâce à sa prompte réaction qui a par ailleurs alerté les occupants de la concession dont certains étaient en train de faire la cuisine dans la cour principale. Les enfants étaient à l'intérieur. Puisque c'était déjà la fin de faire la cuisine. J'ai demandé à l'enfant que prends ta babouche, tu t'appelles, on part déjà, on va ramasser cette babouche, il est entré. Le temps pour moi de finir ce que je faisais encore. Quelques minutes après, j'entends ma copine dire, maman le feu, chante. Il n'y a même pas moyen d'avancer dans la chambre. Je sors. Je vais faire comment? Je tire la bouteille à gaz, je viens dehors. Je couche sur le compteur, j'arrête le compteur. J'entre, il n'y a pas toujours moyen. Les autres propositions étaient déjà en train, ils étaient aussi en train de forcer pour entrer, pour éteindre. Il n'y a pas moyen. Donc le feu, il jaillissait seulement. C'est là où on allait continuer par dehors, on ouvrait les nappes, on a essayé de casser. On versait même l'eau par la fenêtre, même le sable. Ça faisait déjà temps. Dans la famille où le drame s'est produit, c'est l'émoi et la consternation totale. Je suis ancré. J'ai vu comment l'enfant de 7 ans était en train de pousser l'eau et d'essayer de sauver le pouvoir. J'ai vu que la chambre avait pris feu. Je l'ai tiré. Et quand je suis passé le Seigneur, je suis revenu que la chambre avait pris feu. Même si pour l'heure, personne ne peut véritablement dire ce qui s'est passé et d'où est parti le feu, les éléments de la police nationale et de la gendarmerie sont descendus sur le terrain. D'ailleurs, une enquête a immédiatement été ouverte pour déterminer les circonstances réelles de cet incendie meurtrier. Toujours dans le chapitre des faits de société, les éléments de la douane camerounaise déployés sur le terrain dans le cadre de l'opération Alcomi viennent de saisir un important stock de matériel, des produits et marchandises prohibés et contrefaits. L'arsenal ainsi saisi a été présenté aux autorités administratives et judiciaires du département de la Benue, c'est dans le nord du Cameroun. Reportage. Encore de bons points pour les éléments de l'opération halte au commerce illicite, encore appelée Alcomi, dans le nord Cameroun. Dans la nuit
Du mercredi 17 au jeudi 18 février 2021, les agents de la douane camerounaise, section Alcomi Nord, dans le cadre de la mission de lutte contre la contrebande, les produits ou marchandises prohibées et contrefaits, appuyés par les éléments de l'armée camerounaise, ont mené une opération fructueuse sur le terrain suite à un renseignement capital reçu. C'est une mission spéciale nommée Alcomi. Cette mission a pour but deux fonctions. Première, c'est la lutte contre la contrebande. Et deuxième, c'est la lutte contre les marchandises prohibées. On dit contrebande, la marchandise qui est entrée dans le pays ou sortie dans le pays sans passer par la douane. Donc si vous importez votre marchandise sans passer par la douane ou bien sans payer la douane, on appelle ces marchandises en contrebande. Les marchandises prohibées, c'est quoi? C'est des marchandises qui ne sont pas autorisées d'entrer dans un pays. Donc voilà donc le but de notre mission. Donc c'est dans ce cadre qu'on est sorti la nuit suite à un renseignement que les gens devaient sortir d'un pays voisin pour entrer dans notre pays. Donc on est allé donc avec l'appui militaire pour les tendre d'embuscade quelque part et quelques heures plus tard ils ont tombé dans notre filet. Dans la NAS de l'équipe Alcomi Nord Cameroun, 3 véhicules saisis avec plusieurs autres produits, notamment des pagnes de valeur, des produits de beauté, des téléphones et autres accessoires numériques, des blocs moteurs, des stupéfiants et bien d'autres marchandises. L'ensemble de la cagnotte a été présenté aux autorités administratives et judiciaires du département de la Benoué dans le nord du Cameroun. C'est l'axe Garoua-Bandaké. Bon, on les a attendus à la que pas en brousse, parce que ces gens ne passent pas par la route légale. Ils prennent les brousses, ils prennent les petites pistes. Donc, comme on est sorti sur renseignement, on les a pris. Dans ces stalettes, on a des marchandises, les pièces détachées, très fortes balais, on a des pièces de pain, on a des téléphones portables, nous avons des drogues, les médicaments. Rappelons que l'opération menée avec succès sur le terrain a eu lieu dans la localité de Barnaké, dans l'arrondissement du Mayo-Ourna, qui sert de porte d'entrée entre le Nigeria et le Cameroun. Et c'est dans cet même arrondissement qu'il y a quelques mois, des engins explosifs improvisés d'une importante quantité avaient été interceptés. Cette autre saisie rentre dans le cadre de la mission régalienne de l'opération Halte au commerce illicite Alcomi, initiée sur le terrain par la douane camerounaise, et celle-ci poursuit son bonhomme de chemin. Nous restons dans le nord du Cameroun pour parler à présent de ces 600 candidats sur les 3204 retenus dans l'opération de recrutement dans le bâton d'intervention rapide. Le dit recrutement s'est déroulé dans la région du Nord sous la supervision du gouverneur de la région, dont la présence tenait à davantage rassurer les différents candidats, mais également sur le bon déroulement de cette opération de recrutement dans les forces de défense spécialisées du Cameroun. Charles Fils et Lamin, essayez de Fonzier. Ils étaient 3204 à souhaiter se retrouver dans les rangs du bataillon d'intervention rapide. L'opération de recrutement de 2200 commandos dans le Bir vient de s'achever dans la région du Nord. Ils ont d'abord été sélectionnés au terme des visites médicales et l'épreuve d'endurance au cours de laquelle ils ont parcouru 20 km à pied avec une charge de 20 kg au corps baptisé marche commando. Ils ont aussi été soumis à une autre épreuve sur une distance de 10 km, puis a suivi la marche poteau dans l'après-midi. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eddy, qui a assisté à cette étape de l'opération de recrutement, a tenu à se rassurer du bon déroulement de l'opération. Les 600 candidats retenus n'ont pas hésité d'exprimer leur satisfaction, eux qui caressent déjà le rêve de cette courageuse carrière de défenseur de la patrie. Le but parce que je veux défendre mon pays, la couleur du drapeau. C'est ça qui m'a poussé à faire le but. Et en plus pour remplir les besoins de la situation de la vie, de ma famille. Et en plus, je suis prêt pour défendre. C'est la meilleure ma vie parce que j'ai tellement de famille. Je voulais défendre la couleur de mon pays, du Cameroun. Tout c'est mon gentil. Il n'y a pas de mots. Je demande de remercier les armées. Voici, on s'est entraîné depuis qu'on a lancé, qu'on va lancer le recrutement du BI. C'est là comme ça qu'on a commencé, ça a été avec les entraînements.
prochaine étape de la caravane de l'opération de recrutement de 2200 commandos du BIR mettra le cap pour la région de l'Adamawa, où d'autres candidats devront rivaliser l'adresse, les dites épreuves, afin de bénéficier de la cascade. Nous restons dans le septentrion du Cameroun pour nous intéresser à présent au gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, précisément Midiawa Bakari, descendu sur le terrain ce jour en visite dans le chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroc. Objectif, apprécier l'état d'avancement des travaux. Par ailleurs, passer en revue et au scanner le délai de livraison de ce chantier très attendu par les pouvoirs publics Patrick Ngoyan et Casimir Banti. Dépêchés par le président de l'Assemblée nationale, les parlementaires, accompagnés par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, apprécient ici l'évolution des travaux du chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroua. Ils ont déjà fait la promesse ferme que d'ici septembre, ils vont achever les travaux. Les quelques difficultés qu'ils ont ici et là, en approvisionnement en gravier, qui est d'une qualité spéciale, bien évidemment, compte tenu des travaux de santé, ont trouvé des solutions. Le plus important, c'est que l'État a honoré ses engagements en termes de paiement. Pratiquement 25 décomptes ont été réglés. Ça, vraiment, il y a lieu de tirer le chapeau à l'État du Cameroun qui, par ce temps de pandémie et de difficultés de toute nature, réussit à honorer ses engagements. Cette délégation conduite par le gouverneur de la région de l'extrême nord a procédé tour à tour à la visite de bâtiments en construction, la voirie urbaine, les bâtiments annexes et le magasin de stockage des matériaux du chantier. Les parlementaires repartent de Maroua satisfaits de l'évolution des travaux. Vous-même, vous avez vu, vous avez entendu le taux de réalisation physique, le taux d'exécution financière. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est satisfait, n'est-ce pas, de l'évolution, n'est-ce pas, de cet ouvrage. Nous, au départ, nous avions des inquiétudes. Mais rendu sur le terrain, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que, entre-temps, les choses ont beaucoup évolué. Et nous sommes satisfaits et nous allons rendre compte au très honorable Kavaye Gibril, président de l'Assemblée nationale, qui nous a envoyé ici à la tête de ce comité régional. Pour l'instant, il subsiste quelques difficultés, mais qui seront rapidement balayées et qu'au terme, n'est-ce pas, du mois de septembre, et promesse de l'entreprise et du bureau de contrôle, le chantier sera livré. Une réunion à huis clos dans l'une des salles en chantier a marqué l'épilogue de cette descente sur le terrain du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Et puis toujours dans le chapitre de l'actualité, nous nous rendons à présent à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et précisément au Palais de l'Unité, où siège notamment la plus haute institution de la République. Le président de la République, Paul Biya, a reçu tour à tour en audience dans l'après-midi de ce 18 février 2021, M. Balthazar Ngongan Edio, ministre d'État de la présence du gouvernement de la Guinée équatoriale chargé de l'intégration régionale, et le sieur Ahmad Abaka Adji, ministre tchadien des infrastructures des transports, porteur respectivement des messages du président Teodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale et du maréchal Idriss Déby Itno de la République du Tchad. Ces deux personnalités ont eu droit à des audiences d'une quinzaine, voire une trentaine de minutes, parce que porteurs de messages de leurs présidents respectifs. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions de l'information sur la télévision du monde.
Toujours dans le chapitre de l'actualité, lutte contre la pandémie à coronavirus, mobilisation tous azimuts des députés juniors pour barrer la voie à cette maladie planétaire qui ne cesse de décimer les populations à travers le monde depuis quelques jours. Les parlementaires juniors des 10 régions du Cameroun écument les différents établissements scolaires primaires et secondaires pour sensibiliser à leur manière leurs semblables dans le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Jean-Jacques Méledna pour les précisions. Pour l'étape de la ville de Douala, dans le chef-lieu de la région du littoral, les députés juniors ont sillonné plusieurs établissements primaires et secondaires afin d'amener leurs semblables à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la pandémie à coronavirus. Le Parlement junior est en campagne de sensibilisation anti-Covid-19 depuis quelques semaines dans les établissements scolaires. Une maladie et sur la Covid-19 qui est le virus qui mène au coronavirus était d'amener à faire comprendre aux enfants l'importance qui siège sur la maintenance de la capacité à pouvoir appliquer ces mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains, la distanciation physique, d'autres diront plutôt la distanciation sociale, mais ça va dans le même sens, et le port du masque. Moi, je le porte. Nous avons choisi les députés juniors parce que c'est le message, on s'est dit le message passe lorsque ça se fait entre pairs. Donc c'est pour cela que nous avons pu choisir quelques députés juniors dans chaque région pour sensibiliser, pour qu'ils sensibilisent leurs camarades. Dans les différentes salles de classe, les honorables Boudougouzé Valérie Laure, l'enquête Yankou Divine et Mohamed Arafat ont à travers une séance de jeux questions-réponses échangé avec les élèves à l'effet de barrer la voie à cette pandémie planétaire qui ne cesse de décimer les populations à travers le monde. Et donc là, il était donc question de faire participer les élèves, un inter-échange dans un jeu en fait. Les élèves devaient être capables de nous répondre et nous aussi de comprendre leurs explications. C'est le respect des mesures barrières. Nous devons laver nos mains, nous devons utiliser les gels hydroalcooliques, nous devons porter nos masques et respecter la distance physique. Une fierté déjà que mon établissement, n'est-ce pas, ma structure soit choisie parmi tant d'autres. Déjà, on avait déjà commencé la sensibilisation, mais d'élève en élève, c'est beaucoup mieux et ça passe facilement. Gratitude, fierté, nous nous sentons privilégiés d'avoir été retenus, mais gratitude également parce que ce message, on ne le répétera jamais assez. Une fois de plus, c'est peut-être la bonne pour ceux qui étaient encore un peu difficiles à convaincre. Donc toute la gratitude envers l'UNICEF, mais pour nous aussi encore, c'est encore la promesse de redoubler encore de vigilance pour que les mesures soient les plus correctement appliquées possible. Après l'étape des hommes de médias, le combat contre le Covid-19 se poursuit sur le terrain, cette fois en milieu scolaire. On s'est maintenant dit on a vu qu'il y a recrudescence de la maladie et les enfants sont de plus en plus exposés parce qu'en mars, les écoles étaient encore fermées. Mars, les écoles étaient fermées. Donc on n'a pas mené les sensibilisations dans les établissements scolaires. Donc après la sensibilisation dans les médias, maintenant on se déploie donc sur le terrain dans les établissements scolaires. Passé les 8 régions qui ont été parcourues, reste l'étape des régions dites du nord-ouest et du sud-ouest d'accueillir ces députés juniors. 340 jeunes sont désormais officiellement diplômés de l'ENIEJ. Ils ont reçu leur 4e ce jour des mains des autorités administratives et de leurs encadreurs. Au premier rang de ces autorités, Benjamin Boutou, le préfet du département de Jovory, Patrick Gagnon et Patrick Foucault. Il était voici le reportage. Ils sont 314 jeunes, nouveaux diplômés des ENIEJ de Douala,
à recevoir ce jour le certificat d'aptitude professionnelle des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire en abrégé CAPIEM. Vous avez suivi lors de mon discours, j'ai souligné une hausse. L'année passée c'était 84%, cette année nous sommes à 85%. Ça veut dire que c'est une hausse. Le taux de réussite a subi une hausse. Pour ces nouveaux lauréats, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre malgré les péripéties des 2 années de formation. La formation s'est bien déroulée, mais elle ne s'est pas bien déroulée à cause de la situation sanitaire qui sévissait en ce moment, la situation du Covid-19. Nous avons travaillé dur à cause de l'ingéniosité de nos enseignants qui ont su mettre sur pied des plateformes pour nous aider pendant la période du confinement, en nous envoyant des cours qui manquaient et en envoyant des TD que nous puissions nous exercer afin d'arriver aux résultats que nous avons aujourd'hui. Vraiment, traversé beaucoup de difficultés par rapport d'abord à la discipline. Ce n'était pas facile, il fallait arriver ici à 6h50. Si tu arrives en retard, le directeur te demande de travailler un peu là. C'était un peu pénible pour nous. Si tu n'avais vraiment pas l'amour du travail que tu faisais, tu pouvais déserter. Le préfet du Vouri, qui a rehaussé l'éclat de cette cérémonie par sa présence, repart satisfait, non sans prodiguer quelques conseils. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé eux-mêmes un serment. Ce serment-là, ils ont juré d'enseigner la jeunesse en toute impartialité et avec beaucoup de dévouement. Je crois que leur serment vaudra justement ce qu'eux-mêmes feront sur le terrain. Les prestations artistiques ont meublé cet événement qui, comme à l'accoutumée, s'est achevé par des youyous empreints de joie et d'émotion. Toujours dans la capitale économique du Cameroun, Douala, concertation autour des discours haineux et tribaux, les acteurs étatiques et de la société civile échangent dans la capitale économique du Cameroun. Objectif, mettre en place un canevas, mieux une feuille de route qui fixe les règles désormais applicables et imposables à tous, davantage aux populations de la région littorale, afin de barrer la voie à ces dérives verbales. Les précisions dans ce reportage. Depuis quelque temps, l'espace public national et principalement celui de la région du littoral est dominé par un discours ethnique, tribal et de repli identitaire. Une chose pas acceptable selon les organisations de la société civile, des leaders associatifs, des élus locaux, des administrations publiques et des forces de maintien de l'ordre, réunis à Douala dans le cadre de la 3e animation du dialogue multi-acteurs. Nous considérons en tant que citoyens que l'une des menaces les plus importantes qui, sur la vie en communauté aujourd'hui, dans la région du littoral, nous préférons parler de la région du littoral, mais vous comprenez très bien que ça peut s'étendre au niveau national. C'est cette sorte de cloisonnement qui est porteur d'éventuelles tensions sociales à base communautaire. Nous, acteurs de la société civile de la région du littoral, avons fait le choix de discuter, d'échanger, afin qu'ensemble, et naturellement avec les médias, que nous voyons comment limiter la portée des discours à caractère ethnique ou tribaux dans l'espace public. Présente à ces travaux qui visent à promouvoir le dialogue entre acteurs intervenant dans le champ social, la mairie de la ville salue l'initiative, mais bien plus milite pour la préservation des identités culturelles, ce qui fait un savant dosage de l'unité et de l'intégration nationale. Je pense que l'idée ne serait pas d'empêcher telle ou telle ethnie de s'exprimer dans son expression d'origine, mais de permettre que tout ce beau mélange-là soit porteur et permette plutôt une avancée de la ville dans le domaine culturel. Après un premier dialogue qui a permis la mise en place du bureau exécutif de cette plateforme dont la présidence est assurée par le gouverneur de la région du littoral, le deuxième cadre, quant à lui, tenu en novembre 2020, a permis l'identification de 2 problèmes majeurs. Ce mercredi, il est question de disposer d'une feuille de route permettant de suivre de manière précise le processus de résolution des problèmes déjà identifiés. Et aujourd'hui, nous venons pour élaborer un document où chaque acteur
pourra connaître ce qu'il a à faire pour que demain ne soit plus comme aujourd'hui. Nous voulons vivre en paix et la société civile, dans le cadre de la plateforme et de ce cadre multi-acteurs, veut apporter sa contribution pour une paix sociale et durable. Précisons que cette plateforme créée en juin 2015, à travers le projet Agir, construire ensemble durablement, a pour objectif de renforcer les connaissances et les capacités générales des organisations de la société civile en vue de structurer une synergie d'action rendant la société civile du littoral plus visible, plus crédible dans le rôle d'une force de contrôle et de proposition des politiques publiques. En sport, football professionnel au Cameroun, la Fédération camerounaise de football annonce pour cette fin de mois de février le retour dans les stades. L'instance fêtière du football camerounais annonce précisément les dates des 27 et 28 février 2021 prochains pour la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Les précisions de Zobel Apollinaire. Dès le 27 février prochain, les acteurs du football pourraient retrouver les stades qu'ils ont abandonnés depuis près d'un an à cause de la longue crise de gouvernance qui a touché le football camerounais. Les clubs de l'élite 2 seront les premiers à donner le ton de cette reprise telle que définie par la Fédération camerounaise de football de M. Sédou Bobondjoya. Pour cette nouvelle saison, ils seront 14 clubs repartis en 2 groupes de 7 clubs chacun qui prendront part au championnat de Ligue 2. La Ligue 1 pourrait aussi entrer en scène le 28 février prochain si l'on s'en tient à l'information rendue publique par l'instance fêtière du football camerounais. 21 clubs repartis en 2 poules de 10 et de 11 clubs chacun vont animer ce championnat de Ligue 1 cette saison. Aucun calendrier de saison n'a encore été établi jusqu'ici, mais l'on sait que selon les prévisions de la Fédération camerounaise de football, les championnats professionnels vont être bouclés au plus tard le 30 juin 2021. Reste maintenant à définir les différents stades qui vont abriter les rencontres. L'on espère aussi que d'ici là, les différents acteurs qui se battent pour le contrôle du football camerounais auront définitivement fumé le calumet de la paix. Nous parlons toujours de sport et de football et précisément du championnat de la Coupe d'Afrique des Nations des U20 en Mauritanie. Le Cameroun se qualifie pour le second tour, à savoir les quarts de finale grâce à sa victoire 1-0 sur l'Ouganda. La rencontre s'est disputée ce mercredi. Plus de détails, Zobel Apollinaire une fois de plus. Il a fallu la détermination et le fighting spirit propre au Cameroun pour voir les U20 s'imposer devant une bonne équipe ougandaise. Avait déjà annoncé les couleurs face au Mozambique. Le Cameroun l'emporte 1-0 grâce au renard de surface Junior Sondé, buteur également contre la Mauritanie à match d'ouverture. Par cette deuxième victoire, le Cameroun obtient sa qualification pour les quarts de finale de cette compétition en attendant le dernier match poule contre le Mozambique. Les U20 camerounais sont donc sur le banc de lancer pour succéder au Mali, tenant du titre, mais quelques étapes importantes restent encore à franchir avant le sacre final. Le coach Christophe Ousmanoue et ses poulains doivent rester concentrés sur l'objectif. Hors de nos frontières, nous nous intéressons à l'actualité au Nigeria où une nouvelle opération de rapt a été menée contre des enfants et des élèves par des rebelles précisément appartenant à Boko Haram. Et à la suite de ce nouveau rapt, le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné la mise en place d'une opération de sauvetage. Une nouvelle fois, c'est une école qui est visée. Ce mercredi, les habitants de Kagara sont rassemblés devant l'établissement scolaire, attaqués plus tôt dans la nuit par un groupe armé. Ces hommes ont enlevé des dizaines d'élèves. Un autre incident est survenu ce mercredi. 27 étudiants, 3 employés et 12 membres des familles ont été kidnappés.
Malheureusement, un élève a été tué par balle. Il y a 2 mois, presque jour pour jour, près de 350 adolescents avaient été kidnappés dans une école de Kankara au nord du pays, avant d'être finalement libérés. Les groupes armés responsables de ces enlèvements sont appelés par les Nigérians les bandits. Les enlèvements sont pour eux une manière de gagner de l'argent et ils sont parfois liés aux djihadistes de Boko Haram. Il suffit de se promener pour faire une observation sociologique des inégalités tout à fait malheureusement frappantes, criantes, et malheureusement une partie de la population verse dans le banditisme. Il y a un mélange entre les groupes liés au banditisme et les groupes terroristes. Depuis 10 ans, les violences des groupes criminels ont fait plus de 8000 morts au Nigeria et déplacé plus de 200 000 personnes. Le monde du sport. Toujours dans l'actualité internationale, nous nous intéressons à présent à cette discussion au sommet entre Européens et Américains sur le sauvetage de l'accord sur l'uranium iranien. Devant une foule réunie à Tabriz pour célébrer l'anniversaire du soulèvement de la ville il y a 43 ans, le guide suprême iranien affiche sa fermeté. Pas question pour lui de céder face aux Occidentaux. Il demande la levée de l'ensemble des sanctions américaines avant une éventuelle reprise des négociations. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود مثل گذشته نخواهد بود. Depuis des mois, les Iraniens ont pris un certain nombre de mesures pour mettre la pression sur les Occidentaux. Ils recommencent à enrichir de l'uranium à 20%, un niveau bien supérieur à celui autorisé par l'accord de 2015. Ils comptent également produire de l'uranium métal, de quoi raccourcir sérieusement le délai pour fabriquer une bombe. Le président iranien a quant à lui annoncé qu'il interdirait les inspections surprises de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur ses sites à partir de la semaine prochaine. Les États-Unis n'ont pas tardé à réagir. Iran should reverse these steps and refrain from taking others that would impact the IAEA assurances on which not only the United States, not only our allies and partners in the region, but the entire world relies. Iran should provide full and timely cooperation with the IAEA. Les Européens globalement sont sur la même ligne que les Américains. Les discussions semblent donc dans une impasse pour l'instant et elles s'annoncent d'autant plus difficiles que certains pays du Moyen-Orient, dont Israël et l'Arabie Saoudite, font pression pour élargir l'accord de 2015. Ils veulent notamment limiter tout programme balistique iranien et demandent un meilleur contrôle du rôle de l'Iran dans la région, en particulier en Irak, en Syrie et au Liban. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes qui se poursuivent. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.